Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'indignation en Tunisie au lendemain d'une série d'arrestations invraisemblables. Et en réaction, l'Ordre des avocats de Tunisie est dès aujourd'hui en grève générale ouverte dans tous les tribunaux, et ce, après cette descente de police samedi dans ses locaux et l'arrestation de l'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani. Une action décrite par les robes noires comme dangereuse et sans précédent. De leur côté, les procureurs tunisiens ont déclaré que Maître Dahmani serait détenu jusqu'à ce qu'une date soit fixée pour son procès. Les organisations de la société civile, dont la puissante Union générale tunisienne du travail et la Ligue tunisienne des droits de l'homme, ont dénoncé la répression des autorités contre les droits et les libertés. L'avocate n'est pas en effet un cas isolé, puisque deux journalistes tunisiens, Mourad Zridi et Borhan Bsaïs, ont également été arrêtés pour des accusations similaires, notamment suite à des déclarations critiques faites en ligne que les responsables ont qualifiées de violation potentielle de la sécurité nationale. Toutes ces arrestations ont été rendues possibles grâce à la loi controversée connue sous le nom de décret 54 que le président avait signé en septembre 2022 pour, selon lui, lutter contre les fake news. Mais voilà, les critiques affirment que cette loi est très vague et que les personnes reconnues coupables de diffamation ou d'insultes risquent jusqu'à 5 ans de prison. Et d'ailleurs, une soixantaine de journalistes, d'avocats et de membres de l'opposition sont détenus en vertu de ce même décret. J'accueille pour le débat de ce soir, d'abord depuis Paris, l'avocat expert en droit international, Maître Majid Bouden. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Et avec nous depuis Abu Dhabi, Dr Mohamed Badil Yatioui, professeur d'études stratégiques au Collège de défense d'Abu Dhabi. Bonsoir Dr Yatioui et merci de vous joindre à nous également. Bonsoir et merci pour cette invitation. Nous allons bien sûr commencer par les faits les plus récents. Donc d'abord, Maître Bouden, qui est Sonia Dahmani? Qu'est-ce qu'elle a pu dire pour que ça puisse lui valoir cette arrestation musclée samedi, et que risque-t-elle? Eh bien, la question, je pense, elle est plus générale. C'est, dans ce cas particulier, il s'agit d'une chronique, d'un avis exprimé sur une radio et qui est venu au sujet d'une opinion sur l'immigration des Africains qui arrivent de façon irrégulière en Tunisie, l'accueil, est-ce que le pays a la possibilité de les accueillir ou pas, est-ce que le pays est aussi prospère ou pas, et tout ça, il y a une atmosphère dans cette affaire. Mais la réalité des choses est la liberté d'expression, et derrière la liberté d'expression, il y a les mouvements politiques. Et c'est pour ça que ça reflète un malaise profond. On va parler du côté conjoncturel, il y a cette affaire précisément, et il y a le côté structurel. S'agissant du côté conjoncturel, il est évident qu'aucune personne, quelle qu'elle soit, ne peut être favorable au fait de museler les gens, de parler, de donner leur opinion, de dire que c'est quoi ce pays, est-ce que ce pays accueille bien ou pas, est-ce que les gens sont prospères, est-ce que les gens quittent le pays de leur bon gré, ou est-ce qu'ils sont contraints de quitter le pays parce qu'ils ne trouvent pas de conditions pour vivre décemment et ils quittent, comme dans beaucoup de pays. Ou est-ce que, ça c'est le premier point, c'est le côté conjoncturel. Et ça, vraiment, il faut un état de droit, il faut arrimer l'état de droit pour permettre ce genre de critique, parce qu'un État qui se veut fort, l'État doit accepter qu'on le critique et qu'on dise ce qu'on pense pour améliorer les choses. Personne ne critique pour le plaisir de détruire, mais c'est pour améliorer les choses. Mais est-ce que c'est nouveau, Maître Bouden? Est-ce que c'est nouveau que des personnes qui critiquent, vous l'avez dit et rappelé à très juste titre, ils critiquent la conjoncture finalement, pas l'État en soi, mais qui critiquent en fait la conjoncture actuelle de la Tunisie, qui n'est pas non plus des meilleures. Si on voit le volet économique, nous allons certainement y revenir dans le débat, mais là, il s'agit d'un avis qui a été partagé par une avocate, qui est aussi chroniqueuse, vous l'avez dit,
et qui explique un peu le mouvement migratoire des jeunes Tunisiens qui n'en peuvent plus peut-être de la conjoncture dans leur pays. Effectivement, vous savez, vous vous baladez dans les rues de Paris. Maintenant, vous allez trouver des Tunisiens partout et c'est leur liberté. Ils ont décidé d'immigrer, c'est tout à fait leur droit. C'est le pays d'accueil qui réglemente ça. Et on n'oublie pas que le monde a vécu par l'immigration et à travers l'immigration. Les États-Unis est un pays d'immigration, l'Europe, les pays d'Afrique du Nord étaient un pays d'immigration. Il ne faut pas que d'un côté, on accepte que les Tunisiens aillent sous d'autres cieux pour avoir une vie meilleure ou une liberté ou une protection. Et de l'autre côté, on n'accepte pas que d'autres, comme les Africains, puissent venir en Tunisie pour soit trouver refuge, soit avoir une meilleure vie, ou soit une vie meilleure, soit faire le transit par la Tunisie. Donc, à un moment donné, il faut savoir que les Tunisiens n'ont pas que des droits. Les Tunisiens, je crois qu'ils sont conscients de ça. Ils n'ont pas que des droits, ils ont des obligations, comme tous les pays du monde et comme tous les peuples du monde. On a des obligations, on a des droits, et il faut qu'on revendique nos droits, mais il faut aussi qu'on se décharge de nos obligations en accueillant l'autre. Bon, avec toutes les mesures de sécurité et tout le corollaire. Le problème structurel est différent et c'est un problème profond. Le problème structurel, il est dans la domestication de la justice et de l'appareil judiciaire. Et ça, il existe actuellement, mais c'est un problème qui existe depuis très, très longtemps, depuis on dirait l'indépendance. Hein, il est depuis l'indépendance. Donc, ce n'est pas un problème ponctuel. Il s'aggrave de jour en jour et il s'aggrave de période en période. Le temps de l'indépendance, il y avait une indépendance un peu relative. Après, avec l'arrivée de Ben Ali, la justice était muselée de façon beaucoup plus contraignante. Et puis après cette période du printemps arabe, on a cru une période de liberté, il y a eu quelques mois de liberté. Et après, il y a une utilisation par les islamistes au pouvoir de l'appareil judiciaire. Ça a continué, ça continue encore. Donc, il faut vraiment reposer la question dans le contexte et ne pas dire qu'avant c'était mieux et aujourd'hui c'est pas bien. Non, c'est pas bien depuis tout le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut accepter cette situation. Mais la situation elle est différente que pendant que les islamistes étaient au pouvoir. C'est-à-dire que la situation a beaucoup changé. Nous allons revenir à cela. Je voudrais juste faire intervenir peut-être Mohamed Badili Atiwi sur cette question-là de la migration. Parce que la même semaine, une militante, cette fois anti-discrimination tunisienne, Sadia Mosbah, a également été placée en garde à vue et son domicile a été perquisitionné dans le cadre d'une enquête sur le financement de son association Mnemti, donc elle dirige. Elle a été arrêtée après avoir publié sur les réseaux sociaux un message condamnant le racisme. Donc là, on se retrouve avec deux cas de figure. Il y a bien sûr les deux autres journalistes qui ont été arrêtés hier dimanche, donc au lendemain de l'arrestation de maître Dahmani. Et là, on se retrouve face à une situation où on envoie quand même un signal de la part des autorités tunisiennes qu'il ne faut pas parler ni de racisme, ni de la situation conjoncturelle du pays, ni, en fait, où finalement, de quoi peut-on encore aujourd'hui parler en Tunisie sans se voir, ou là, sans se faire arrêter, sans se retrouver en prison? C'est une vraie question et un véritable problème pour la vie politique tunisienne et même pour l'ensemble de la société tunisienne. Comme mon confrère l'a très bien rappelé, il y a eu un espoir après 2011 en Tunisie. D'ailleurs, beaucoup donnaient la Tunisie comme un modèle pour l'ensemble du monde arabe et on voit qu'aujourd'hui la situation est plus que problématique, elle est chaotique. Kais Saied, depuis son élection triomphale en 2019, a pris un certain nombre de décisions qui font reculer à la fois l'état de droit, la liberté de la presse et les libertés fondamentales, ce qui est quand même assez surprenant pour quelqu'un qui est un constitutionnaliste, professeur de droit constitutionnel, qui s'est fait connaître comme commentateur de la Constitution de 2014, qui était une constitution d'inspiration libérale, si on peut le dire comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a la question migratoire qui est devenue en fait l'un des véritable cheval de bataille pour le président Kais Saied
face à son impuissance à résoudre la situation économique et sociale, pour maintenir quelque part une base électorale solide. Et d'ailleurs, je pense qu'on discutera de la question des élections à venir, puisqu'on n'a toujours pas de date. Mais il souhaite maintenir un socle assez fort. Il faut se souvenir qu'il avait été élu avec plus de 70% des voix au second tour, ce qui était impressionnant. Et pour maintenir ça, il y a cette peur de l'autre, ce rejet de l'autre. Alors oui, il y a eu des questions en Tunisie qui se posent par rapport à la gestion migratoire, à la gestion des flux, mais le discours qui est tenu par le chef de l'État tunisien lui-même est un discours qui est préoccupant puisque il cherche à faire peur et il cherche à maintenir en fait une situation de peur. Et je reste convaincu que l'absence de solutions concrètes à court, à moyen et à long terme au niveau économique et social le pousse quelque part à avoir ce type de discours afin de maintenir une espèce de peur de l'autre et de dire aussi, il l'a souvent rappelé, et c'est ce qui est le plus inquiétant, il voit cette immigration africaine en fait comme un complot venant de l'étranger visant à déstabiliser la société tunisienne. Ça ne l'empêche pas d'empocher aussi les milliards de l'étranger, parce que on l'a vu tout récemment, plus d'1 milliard d'euros ont été débloqués pour la Tunisie, justement pour la gestion migratoire. Donc c'est vraiment contradictoire venant de la part d'un dirigeant d'un pays qui ne veut pas être mêlé à cette question de gestion migratoire, mais accepte quand même les fonds destinés à la gestion migratoire. Ceci étant dit, nous allons vraiment revenir en détail sur cela. Vous avez parlé de peur. Maître Boudenne, quand on parle du décret 54, le décret 54 est cette loi controversée qui a été signée d'ailleurs par le président lui-même, c'était en septembre 2022, et pour les autorités, cette mesure avait été prise pour lutter contre les fake news et puis pour ne pas toucher à la sécurité de l'État. Or, est-ce que cette loi, elle distingue proprement ce qui peut porter atteinte à la sécurité nationale d'un pays comme la Tunisie? Est-ce qu'elle est assez précise pour justement ne pas tomber dans l'aléatoire et dans le pouvoir discrétionnaire des juges et qui peuvent juger que tel ou tel propos portent atteinte plutôt à la sécurité du pays? Il y a deux niveaux dans la compréhension des choses. D'une part, le niveau législatif, et puis, y compris les décrets, etc., qui sont pris par l'exécutif, mais qui ont une valeur législative, et d'autre part, le niveau judiciaire, de l'exécution de la mise en œuvre de cette règle de droit. Et quand on prend les textes de façon générale, il y a une tendance depuis très longtemps, depuis des décennies, où les droits dans les lois tunisiennes sont exprimés comme la personne peut avoir, le droit peut être acquis, c'est-à-dire le droit n'est jamais reconnu de façon franche. Et je parle du droit civil, du droit pénal, de l'ensemble des droits. C'est un problème congénital du déni de justice en Tunisie. Le déni de justice est structurel, il n'est pas uniquement conjoncturel. Il ne faut pas qu'on se trompe, parce que si on dit qu'aujourd'hui il y a une situation de déni de justice, par exemple quand on prend des gens comme ça, manu militari, et quand on les juge, on dirait qu'il y a comment on dirait un acte terroriste qui menace la sécurité. Là, il y a des dénis de justice. Mais ce déni de justice-là, il est permanent. Et il y a certains qui l'exercent quand ils sont au pouvoir, et puis quand ils sont dans l'opposition, ils crient à l'indépendance de la justice. Et quand ils repassent dans l'opposition pour une raison ou une autre, des coups d'État ou des changements, etc., on l'a vu avec Ben Ali, etc., ils commencent à parler d'indépendance de la justice. Et là, les gens ne comprennent plus. Et ils perdent confiance en la justice. La même personne vous dit, quand elle est au pouvoir, que c'est comme ça que ça se passe, et la justice, on ne la discute pas. Le jour où ils sont dans l'opposition, ils vous disent que non, il y a des violations, etc. Or, c'est les mêmes personnes, et c'est les mêmes cas. Et les gens, quand ils ne reconnaissent pas leurs erreurs, et quand ils sortent de prison, ils deviennent des héros, et quand ils reviennent au pouvoir, ils vont faire pire. Ce problème-là pose une question véritable. Il faut changer la situation judiciaire de façon fondamentale
avec des garanties fondamentales, mais vu l'état de politique en Tunisie, il faut des garanties internationales pour que la Tunisie revienne sur les rails d'un état de droit. On parlera des garanties internationales. Après, effectivement, quand on voit aussi sur les réseaux sociaux, il y a une bonne frange des Tunisiens qui expriment leur exacerbation vis-à-vis des interventions internationales, notamment européennes, pour ne pas citer la France. Ceci étant dit, vous parlez de garanties aussi. Que garantit finalement une loi qui quand même permet d'arrêter à tout va des journalistes, des acteurs associatifs, des avocats, et la liste est longue. Il y a aussi la Cour d'appel militaire qui a décidé de maintenir la condamnation de Cheyma Issa, 1 an de prison avec modification de la peine corporelle à 1 an d'incarcération au lieu du sursis. Elle était accusée d'offense à la personne du président de la République, entre autres. Donc, que garantit finalement cette loi-là qui a été signée par le président? Si vous dites que c'est un problème qui dure depuis plusieurs années, là, on a du nouveau. On a une loi qui est censée combattre, lutter contre la fake news, garantir une sécurité pour le pays, mais in fine, qu'est-ce qu'elle garantit? Elle ne garantit rien du tout. Elle aggrave la situation parce qu'on part d'une vraie nécessité, parce que les fake news étaient aussi un fléau dans la société et les gens pouvaient dire et détruire quelqu'un, détruire sa réputation sous différents trucs pour des questions religieuses, nationalistes, syndicalistes ou n'importe quoi, et ils peuvent détruire la réputation de quelqu'un en toute impunité. Donc on part d'une préoccupation légitime et on fait un texte qui est tellement général et tellement vague qu'on peut faire n'importe quoi et on fait après avec ce texte du sur-mesure. Et là, on passe au rôle de la justice en tant qu'appareil judiciaire qui est censé appliquer la loi. Or, l'appareil judiciaire, dans sa formation, dans sa constitution, dans les nominations, il n'y a aucune garantie de l'indépendance de la justice. Et c'est pour ça, ça dépend de qui détient le pouvoir au moment T et à l'instant T. Et donc, ça fait qu'il y a une fébrilité. Et il n'y a aucune garantie pour les citoyens, pour quelqu'un de passage qui a un problème, il n'y a aucune garantie qu'il va obtenir justice. Et cette hypocrisie de dire la justice a dit son mot, il faut s'incliner, eh bien, quand il y a un déni de justice, eh bien, là, on peut remettre en cause la justice elle-même. Et quand on parle de garantie internationale, c'est pas pour une interférence de l'étranger, chaque État est souverain, mais la souveraineté de l'État ne veut pas dire l'absolutisme de l'État. Il y a une grande différence. La souveraineté de l'État se concrétise par le respect de l'État de droit et par le respect de l'État de chacun. Et donc, des arrestations de ce type et des arrestations peu importe, c'est pas parce qu'ils sont journalistes ou parce qu'ils sont avocats ou autres, ils n'ont pas une immunité particulière, mais tout simplement, c'est le citoyen. Et on a un problème aussi qui est chronique, c'est que certains mouvements de droits de l'homme en Tunisie, etc., se sont concentrés pendant une longue période, pendant plusieurs décennies, sur la défense des droits de l'homme pour les défenseurs des droits de l'homme, et ils ont oublié le citoyen lambda, parce que l'intervention dans la justice, elle se fait par quelqu'un qui a un pouvoir quelconque, et qui veut, parce qu'il va divorcer, il va utiliser son pouvoir pour divorcer sans respecter le droit, pour laisser sa compagne sans rien. Et ça, il y a une partie de la classe intellectuelle qui a perdu de vue ses besoins élémentaires. Aujourd'hui, on paye le prix. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à une vision beaucoup plus sereine, structurelle, et dire il y a un problème de fond qu'il faut régler parce que le pays est en train de sombrer au niveau des états de droit. Et quand il sombre dans l'état de droit, n'oublions pas de l'autre côté qu'il va sombrer sur le plan économique parce que l'économie ne peut jamais prospérer dans un état où le droit est absent. Absolument, c'est le climat des affaires, ce sont les investisseurs qui se posent plusieurs questions avant de songer à mettre leur capital. Alors juste, vous parlez de ces garanties-là, juste pour information, pour nos téléspectateurs, nous avons contacté des acteurs de la société civile et autres, justement, se trouvant en Tunisie, qui ont d'abord donné un accord de principe, mais qui ont finalement
revu leur décision par rapport à la participation à cette émission, ce qui nous pousse à nous poser ces questions-là. Est-ce que finalement, rien ne leur garantit le fait de sortir d'un plateau télé, de rentrer chez eux et pas au poste de police? C'est-à-dire que là, il y a de vraies questions. Et là, ça ne se limite pas aux Tunisiens parce que une Camerounaise a été arrêtée, condamnée à 6 mois de prison pour espionnage. Et ça, on parle de la même semaine. Vous avez parlé tout à l'heure aussi de changement. Il y a eu un grand changement en Tunisie qui dirige aujourd'hui la Tunisie, Mohamed Badine Liatioui, sans ARP, sans cette assemblée des représentants du peuple? Est-ce que le président a les pleins pouvoirs en Tunisie? Si c'est oui, que change cela finalement à la gestion même de ce pays, à la gouvernance de ce pays, comme le disait Maître Bouden, à l'indépendance du système judiciaire? Alors, il y a plusieurs problèmes, en fait, depuis que Kais Saïed a été élu. La pratique du pouvoir telle qu'elle a lieu pose problème. La constitution de 2014, finalement, a été balayée puisque Kais Saïed a mis en place une réforme constitutionnelle qui est passée par la voie référendaire avec un référendum qui a eu une participation très, très faible. Donc, ça pose déjà beaucoup de questions. Ça, c'était en 2022. En 2021, il avait suspendu, gelé les activités du Parlement. Depuis, il a créé un conseil des régions et des districts qui, lui, est élu au suffrage direct par les conseils régionaux et qui cherche finalement à contrebalancer le pouvoir qu'avait l'ARP. Donc, c'est très malin parce que l'ARP est toujours en vigueur, mais est suspendu. Donc, et son président, d'ailleurs, Rachid Ranouchi, le leader historique d'Ennahda, est en prison depuis, comme beaucoup d'autres hommes politiques tunisiens de différents bords. Et le problème que ça pose, c'est que la pratique de Kais Saïed est une pratique qui est absolutiste. Et le système tunisien tel qu'il avait été mis en place en 2014 était basé sur un compromis entre différentes forces politiques. On se souvient de la Troïka à l'époque, entre l'islam politique et, on va dire, la gauche, les sociodémocrates, les libéraux. Et finalement, tout cela a volé en éclats. Et on a vu que beaucoup de critiques qui existaient à l'époque de la Troïka, c'était l'absence de pouvoir décisionnel. C'est-à-dire que le pouvoir était beaucoup à l'Assemblée, les premiers ministres étaient faibles et les présidents, notamment Béjiké et Tsepsi, essayaient d'impulser des choses, mais il y avait un manque de cohérence. C'est-à-dire que les différentes institutions de l'État ne s'articulaient pas correctement et la prise de pouvoir était problématique. Depuis Kais Saïed, avec toutes les décisions dont je vous ai parlé, le référendum constitutionnel avec une très faible participation, la suspension au préalable des activités de l'Assemblée, on a une vision et une pratique absolutiste du pouvoir, un Premier ministre qui finalement ne sert plus à rien, un président qui gouverne par décret, mais aussi un véritable problème, c'est qu'on voit que le président tunisien a l'air de plus en plus déconnecté à la fois de la réalité de son pays, mais également au niveau de la capacité qu'il a à réellement impulser des réformes. C'est-à-dire qu'on l'a vu changer plusieurs fois de gouvernement, de ministre, de directeur, de patron de banque centrale, etc. Et il y a un autre souci qui était préalable à Kais Saïed et qui n'a pas réglé, c'est que la Constitution de 2014 parlait d'une Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'existe toujours pas. Et ce qui avait posé problème notamment au moment de la mort de Béjiké Tsepsi, juste avant la fin de son mandat en 2019. Et on pensait que Kais Saïed, en tant que professeur de droit constitutionnel, allait mettre en place cette Cour constitutionnelle qui est finalement garant de l'état de droit et qui est un garant de la bonne interprétation de la Constitution. Et pas du tout. D'ailleurs, ça pose la question, est-ce qu'il aurait pu, s'il y avait une Cour constitutionnelle en 2021, geler les activités du Parlement? Je ne pense pas. Est-ce qu'il aurait pu réformer la Constitution par décret et ensuite avec un référendum avec un taux de participation aussi faible? Je ne pense pas non plus. Donc on voit que il y a certaines contradictions et il y a aussi finalement une expérience, on va dire, démocratique de 2011 à 2021 qui a très très mal fini et qui aujourd'hui place la Tunisie dans une situation très très délicate malheureusement. Situation inédite, Maître Bouden, sachant que, et ça vient d'être relevé par Mohamed Badine Liatioui, beaucoup s'inquiètent de l'absence d'une Cour constitutionnelle aujourd'hui en Tunisie. Je veux dire, c'est l'un des organes majeurs de la décision institutionnelle. Effectivement, la Cour constitutionnelle, c'est le
la clé du système juridique et institutionnel. Mais la question aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter au décorum. S'il y a une cour constitutionnelle ou pas. Bien évidemment, elle est nécessaire et il faut qu'elle soit établie. Mais il faut faire attention, si elle est établie, comment elle est établie, comment elle va fonctionner, quelles sont les garanties pour qu'elle fonctionne de façon indépendante. Et il y a une perversion dans la vie politique tunisienne qui est la suivante. C'est que la période Ben Ali a été tellement, elle a fait un glacis dans la société, elle a tellement verrouillé les libertés. N'oublions pas que sous le régime Ben Ali, celui qui fait des déclarations comme celle de ces temps-ci, il est dans la seconde mis en prison. Il n'y avait pas les télévisions, il n'y avait pas les journaux, etc. pour relater ça, mais c'était la même chose. Donc, ce n'est pas une chose inédite. On est dans le bis repetita en plus triste, quoi. Bon, puisque on est dans le bis repetita du bénalisme, oui, de la période Ben Ali. Voilà, mais en plus triste parce que le monde a évolué et là, on regresse. Bon. Mais pourquoi qu'est-ce que ça a donné sur le plan de la sociologie politique du pays? C'est que les courants politiques ont quitté l'arène politique parce qu'elle leur était interdite et ils ont infiltré au sens, je dirais même positif du terme, hein, c'est pas négatif, mais ils ont infiltré le tissu social, c'est-à-dire le tissu des associations, le tissu des droits de l'homme, des syndicats, etc. Et on trouve des syndicats où il y a des courants, mais ces courants sont des partis politiques en réalité. Et quand on trouve des associations, la Ligue des droits de l'homme, on trouve avec des courants. Et les gens se partagent les points, les choses, et il y a une sorte de vie politique à travers. C'est pour ça que l'Union des travailleurs joue un rôle politique, l'Union, etc. Tout ça fait de la politique. Or, une société saine, elle doit faire la distinction entre, il faut donner la liberté aux partis politiques pour qu'ils jouent leur rôle pleinement. De l'autre côté, dire et donner un cadre juridique aux associations, aux syndicats et autres pour qu'ils jouent leur rôle syndical spécifique. Donc, il y a une confusion et cette confusion, on en paye le prix. La période du printemps arabe, on a pensé que là, ça va être une période d'assainissement. En réalité, très vite, les partis qui sont arrivés au pouvoir, ils ont été happés par le pouvoir. Ils ont été happés par, pour dire le mot, par les Mercedes devant leur bureau, alors qu'avant, ils prenaient le bus, etc. Ça a fait un changement total que les gens ont oublié les objectifs de l'assainissement de la vie politique et donc de la vie politique et de la vie judiciaire, parce que c'est le judiciaire qui contrôle tout. Le judiciaire contrôle le policier contrôle le judiciaire. Et donc, ça fait qu'on a une société qui est restée malade et qui est la société qui engendre l'insécurité pour les citoyens, parce qu'un citoyen qui doit exprimer son opinion doit être certain qu'il va rentrer chez lui, qu'il va dormir tranquillement et qu'il ne va pas être inquiété. Or, cette situation, il y a des parenthèses, mais elle n'existe plus. Donc, il faut être positif, il faut savoir comment on trouve des solutions à cette situation. On a fait le diagnostic. Ce diagnostic, il est clair, mais tout le monde ne veut pas l'admettre. Pourquoi ils ne veulent pas l'admettre? Pour une raison très simple. Ils ne veulent pas l'admettre pour ne pas s'engager, parce qu'en ne prenant pas d'engagement, ils pensent arriver au pouvoir et le jour où ils arriveront au pouvoir, ils vont utiliser encore une fois le système judiciaire pour réaliser leurs objectifs politiques. C'est le cercle vicieux dans lequel se trouve la classe politique et la société, l'élite, si je peux dire, de la Tunisie. L'élite, voilà. Parce que, en fait, est-ce que vous ne pensez pas, si vous permettez, Maître Boudane, vous ne pensez pas, Majid Boudane, que finalement, il n'y a qu'une élite
qui s'insurgent contre certaines pratiques. Vous avez parlé de cette Union générale tunisienne du travail, la Ligue tunisienne des droits de l'homme, vous les avez évoqués entre autres, d'ailleurs, qui se sont aussi, comme je le disais dans mon introduction, qui sont exprimés suite à l'arrestation de Maître Dahmani, tout comme l'Ordre des avocats qui a décrété une grève générale. Mais finalement, ils représentent qui ? Est-ce que c'est juste cette frange-là de la société tunisienne qui déclare et qui exprime son rejet, ou finalement le président Kais Saïed a réussi à joindre à sa cause, si on peut l'appeler ainsi, une autre frange de la société qu'on n'écoute pas finalement dans les médias? La question et la réponse, elle doit être nuancée. D'une part, il est vrai que il y a une erreur historique de l'élite pendant de très nombreuses années, quel que soit le régime. Et l'élite ne veut pas, je ne dis pas toute l'élite, mais dans sa grande majorité, il y a des gens qui sont conscients, qui veulent changer les choses, qui n'y arrivent pas parce qu'il y a des problèmes d'élection, parce qu'il y a des problèmes de censure au pouvoir, etc. Et c'est toujours triste de voir quelqu'un rentrer en prison parce qu'il a exprimé une opinion, quelle que soit l'opinion, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas. La question de la population dans sa globalité, elle a perdu confiance. Elle est résignée. Et quand une population est résignée, on a peur pour l'avenir d'un peuple. Parce que un peuple qui ne respecte plus par son élite, parce que le peuple, il vit au jour le jour, le peuple a cru à la lutte contre la corruption. Et c'était l'étendard de plusieurs régimes, y compris de celui-ci, du régime actuel. Ils vont lutter contre la corruption, etc. Rien n'a été fait. Tout simplement, c'est des questions ponctuelles, des règlements de compte, des choses pas claires et rien n'a été fait sur le plan concret. Il y a un problème budgétaire et on veut le régler par ramasser un peu d'argent par-ci, par-là. On oublie que le budget ne peut se mettre à tourner en faisant tourner l'économie, et en faisant tourner l'économie avec une stabilité juridique, une sécurité juridique. La sécurité, elle est absente, la population elle en a eu marre, elle a peur, et la population ne participe plus à la vie politique. Et c'est pour ça que les élections ne rassemblent que 8%, 10%. Et donc la population ne s'exprime pas. Donc, les gens perdent leur légitimité. Ceux qui veulent gouverner perdent leur légitimité, alors qu'il est très simple, très facile, s'il y a la bonne volonté, de dire maintenant, il faut que les gens aient voix au chapitre, il faut qu'on satisfasse les besoins des gens. Il y a des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a une inflation incroyable, il y a une pauvreté qui s'aggrave. Et puis, il y a des antagonismes avec les institutions internationales, il y a des problèmes, on utilise l'immigration comme un épouvantail, alors que ces gens-là... Est-ce que c'est pas... Et justement, la question qui se pose vraiment, est-ce que cette réaction très frileuse finalement à cette question migratoire, est-ce qu'elle ne cristallise pas finalement, Mohamed Badili Yatiwi, une crainte du pouvoir en Tunisie qui a peur maintenant, qui a peur, je mets le mot entre guillemets, bien évidemment, de la parole libre, et finalement on se retrouve avec une répression de cette parole qui accentue un pouvoir fragile et en manque de légitimité pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Alors, le vrai problème de Kais Saïed, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, Khadija, c'est qu'on a un problème de fébrilité qui est assez surprenant, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été élu avec 72% des voix au second tour, ce qui est un score incroyable, avec des élections qui étaient vraiment transparentes et libres, ça il faut le souligner, mais son inexpérience politique et aussi le fait qu'idéologiquement, ce soit une personne qui ait une idéologie qui est en fait une idéologie nationaliste arabe assez passéiste, l'a posé très très vite, l'a mis face à ces contradictions. En fait, il y a eu un choc de réalité. Il y a aussi eu une incapacité à gérer les affaires de l'État avec l'ARP qui était présidée par le leader de Nahda, Rachid Ghannouchi. Donc il y avait une espèce de concurrence comme ça diplomatique
puisque chacun avait ses alliés à l'étranger. Il y avait aussi une concurrence en interne pour savoir qui allait diriger les affaires du pays et faire tourner le pays, que ce soit la machine administrative ou bien l'économie du pays. Et finalement, il a choisi, alors qu'il est lui-même fils de la révolution tunisienne et fils du printemps arabe, il a choisi de revenir quelque part à un modèle très, très, très autoritaire et qui n'accepte aucune critique. Et ça, c'est le plus intéressant si on analyse cela depuis l'extérieur. Après, quand on fait une analyse vraiment de la situation tunisienne au niveau économique, et quand on prend les grands indicateurs, que ce soit le déficit public, le taux d'endettement, etc., tous les indicateurs sont au rouge. Il y a des problèmes structurels très, très forts, une incapacité à réformer l'administration. Il a voulu mettre le grand syndicat tunisien au pas et comment il a réussi en partie en essayant de faire des accords, mais on voit que la Tunisie n'arrive pas à se réformer, elle continue d'emprunter très régulièrement aux institutions internationales malgré le fait qu'il ait un discours de dire tous les problèmes viennent de l'extérieur et dans un contexte régional en plus qui est très complexe avec la Libye qui a un conflit de plus de 10 ans maintenant, ça fait depuis 2011 que la Libye est dans une situation chaotique et une incapacité à avoir une diplomatie, une politique étrangère ambitieuse. Il faut se souvenir que la politique étrangère tunisienne sous Bourguiba, mais aussi sous Ben Ali, était vue un peu comme une politique étrangère de médiation dans de nombreuses situations de crise. Et aujourd'hui, la diplomatie tunisienne est totalement effacée. On la voit plus du tout, que ce soit en Afrique ou dans le monde arabe. Ouais, qui crée des situations de crise, j'ai envie de dire, notamment avec les pays de la sous-région, avec ces déclarations très douteuse du chef de l'État vis-à-vis des migrants subsahariens. Souvenez-vous de ces propos qui ont été choquants pour une grande partie des Africains, qui ont été d'ailleurs décriés même au sein de l'Union africaine. Donc ça, c'est au niveau de la politique étrangère du pays. La politique interne, si on devait peut-être analyser les ambitions de ce chef de l'État, quelles seraient-elles compte tenu de tous ces éléments qu'on vient de citer? Alors, le problème en interne, et c'est le véritable problème de Kais Saied, c'est qu'il donne désormais l'impression de vouloir se maintenir au pouvoir coûte que coûte, et aussi de continuer à vivre avec cette impression que les changements institutionnels, et notamment la création de la deuxième chambre que l'on a évoquée, qui représente les territoires, serait en fait la solution à tous les problèmes de la Tunisie. Il a une idée qui est une idée forte, qu'il avait déjà développée au moment de la campagne présidentielle 2019, c'est que la Tunisie était un pays beaucoup trop centralisé, dont le développement économique était concentré en fait dans le nord. Et lui, ce qu'il voulait, c'était développer l'ensemble du pays, ce qui est une idée tout à fait légitime et tout à fait valable, mais il est persuadé qu'en fait, la question de la liberté d'entreprendre, du climat des affaires et de la confiance ne compte pas. Ce qui compte vraiment, c'est le changement institutionnel et la création de cette deuxième chambre. Donc on voit que c'est une idée quand même très très limitée et on voit qu'en fait il y a un manque de compréhension de la question économique et de la question du développement économique d'un pays comme la Tunisie. Il y a un autre problème aussi, c'est l'absence de calendrier électoral, que ce soit pour les présidentielles et les législatives. Mais en fait, une impression qui est de plus en plus remarquée chez le président tunisien, c'est l'idée de dire après moi le chaos. C'est-à-dire que si je ne suis plus là, la Tunisie va sombrer dans le chaos et finalement j'ai rétabli l'ordre. Je suis celui qui remet un peu d'ordre dans la maison après et on va dire les discussions sans fin qui existaient entre 2014 et 2019 au sein de l'Assemblée de l'ARP. Donc, on voit qu'il n'y a pas de vision claire, on voit qu'il n'y a pas de stratégie économique et le vrai défi finalement en interne aujourd'hui de la Tunisie, au-delà de toutes les questions institutionnelles et d'état de droit qu'on a évoquées et qui sont cruciales, il y a aussi la question économique. On voit que la Tunisie a vraiment perdu plusieurs places dans différents classements en termes économiques et financiers. Et c'est une situation qui devient de plus en plus inquiétante, car sans finalement la perfusion des institutions internationales et de certains pays, ce serait très difficile pour l'État tunisien de boucler les fins de mois et même de payer ses fonctionnaires. Oui, ou de procurer à sa population suffisamment de produits de base, ce qui a entraîné depuis plusieurs mois maintenant des pénuries, notamment de farine, de sucre ou de riz et d'autres produits où la Tunisie était autosuffisante il y a quelques années. Alors, Maître Boudenne, parlons des élections.
Est-ce que vous auriez peut-être une information que nous n'aurions pas sur la date du prochain scrutin électoral? Présidentiel, bien naturellement. Oui, je vous dirais que ce n'est pas important, honnêtement. Pourquoi pas? La date, c'est à partir d'octobre, parce que les jeux sont faits. Quand on voit une maîtrise de l'appareil judiciaire, on voit une maîtrise de la vie politique, les choses vont aller d'elles-mêmes. Donc, dans le sens que celui qui détient le pouvoir au moment, à l'instant T, va décider. Donc, ça pose une question. La question, bon, elle va avoir lieu donc d'ici la fin de l'année, parce que le terme constitutionnel, on ne va pas refaire le scénario du Sénégal. À la fin de l'année, il va y avoir un nouveau mandat. Et le nouveau mandat va se faire avec ce qu'on est en train de construire maintenant, positivement ou négativement. Donc, la question aujourd'hui, elle est beaucoup plus profonde. Ça, c'est le côté conjoncturel. Pour les élections, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une liberté de mener une campagne? Quand on voit ce qui se passe, ça devient douteux. Maintenant, ça, c'est le régime politique. Ce qui importe aujourd'hui, c'est la Tunisie, pas le régime politique tunisien. Parce que le régime politique tunisien, il suivra, et c'est la Tunisie qu'il faut sauver. Elle est dans une situation difficile. Et pour sauver le pays maintenant, peu importe celui qui va venir au pouvoir, il faut des choses fondamentales. Il faut rendre confiance aux gens, redonner confiance. Il faut redonner confiance, premièrement, en établissant un état de droit réel et véritable avec des garanties. Et je reviens sur la question des garanties internationales. Et je me rappelle qu'il y a eu des discussions et la classe politique refusait les garanties internationales. Mais la classe politique oublie qu'il y a une garantie internationale qui est déjà reconnue par la Tunisie, qui est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Bon. Donc, mais le problème, c'est que la Tunisie n'applique pas ces décisions. Et quand on parle de garantie internationale, ça ne veut pas dire qu'il faut aller en Europe ou aux États-Unis, c'est pas du tout ça. C'est une garantie extra-tunisienne, en dehors de la Tunisie. Et c'est nécessaire. On peut se mettre d'accord avec des pays limitrophes, avec des pays frères, avec des pays de la même sensibilité, etc., et avoir un contrôle sur l'appareil judiciaire pour garantir son indépendance. Vous voyez, par exemple, l'Europe. Aujourd'hui, vous êtes satisfait, vous n'êtes pas satisfait d'une décision d'une cour allemande, d'une cour française ou italienne. Vous allez devant la Cour européenne des droits de l'homme et vous pouvez obtenir gain de cause contre votre propre pays. On ne dira pas que vous êtes un traître. On ne dira pas que ça atteint à la souveraineté nationale. C'est un consensus où les pays donnent une partie de leur souveraineté à un organisme pour garantir justement cette souveraineté à tous. Et donc, ce mécanisme, il faut l'accepter. La deuxième chose, la question de l'immigration, il faut vraiment... C'est-à-dire, en fait, mettre le pays un peu sous tutelle. Pas du tout. Vous savez, l'Europe, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suède ne sont pas sous tutelle de la Cour européenne des droits de l'homme. Ils ont envoyé des juges et ils ont des lois et ils appliquent ces lois. Et quand la juridiction suprême d'un pays quelconque, de ces pays des 27, n'applique pas le droit, eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme lui rappelle cette obligation d'appliquer le droit. Le problème en Tunisie, c'est l'application du droit. Le droit n'est pas appliqué. Le droit, il existe avec beaucoup de défaillances, de déficiences, etc. Même, je vous dis, quand on lit les textes où on va vous dire le droit, on vous dit, vous pouvez avoir le droit. Même le texte juridique, il a dit, le droit n'est pas reconnu. Il y a une possibilité que vous ayez ce droit. Et donc, on vous remet entre les mains d'un juge qui, à ce moment-là, va intervenir et en fonction des circonstances, des instructions, etc., il va vous le donner ou pas en fonction d'autres considérations extrajudiciaires. Cette situation, il faut sortir de cela. Il faut faire un rétoilettage du texte judiciaire pour exprimer les droits de façon claire, pour donner les droits aux ayants droit, de façon claire, sans condition. Deuxièmement,
restructurer l'appareil judiciaire pour donner une indépendance avec un contrôle, parce que l'indépendance sans contrôle, c'est la dérive, et donc pour essayer de reconstruire une société pour faire redynamiser l'économie. N'oubliez pas que la Tunisie, dans les années 80, en 1980-82, elle avait le même produit international, le produit intérieur brut, que la Corée du Sud. Or, aujourd'hui, on prend une seule société de la Corée du Sud, Samsung, elle vend aujourd'hui, pendant le week-end, du vendredi soir au dimanche soir, vendredi, samedi, dimanche, le chiffre d'affaires des ventes de Samsung dépasse le produit intérieur brut tunisien. Et donc, c'est triste de faire ce constat. Ce n'est pas de la politique, c'est un constat factuel. Et donc, comment revenir de façon positive et dans l'intérêt de la Tunisie, comment revenir à une situation où la Tunisie peut redémarrer? Il faut rétablir des relations diplomatiques normales avec les pays voisins et les pays frères, notamment sortir de cette situation qui est malsaine avec le Maroc et d'avoir une coopération parce qu'il y a une complémentarité entre les pays. Continuer avec l'Algérie avec une complémentarité, avec les autres pays de la région, avec la Méditerranée, l'économie tunisienne, elle est dépendante de 90% de l'Union européenne. S'arrimer d'égal à égal, négocier des accords d'égal à égal avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec la Chine, avec les autres pays, mais dans le respect du droit. Et le respect du droit, c'est la garantie pour amener des investissements, pour amener une situation de prospérité à tout le monde. Et quand les gens sentent que leurs besoins sont satisfaits, ils vont revenir à reprendre confiance dans le système politique. Là encore, quel que soit le régime politique qui va s'installer. Et donc, de là, amorcer une vie civile et civique normale. Il faut normaliser la situation dans le pays. Et partant de là, on peut avoir une participation citoyenne et séparer le politique du syndical, etc., chacun a son rôle, avoir une vie parlementaire libre, une vie parlementaire où il y a un contrôle du gouvernement, un gouvernement qui dirige, mais qui dirige pas en fonction de ce qu'il veut ou pas, mais en fonction du droit, et que chacun joue son rôle parce que la situation est en panne, et là, on dépend de beaucoup de facteurs, et la Tunisie risque de devenir une proie facile dans le jeu géopolitique international, où quand on n'a plus les moyens de défendre sa souveraineté, on n'a pas les moyens de faire vivre sa population, on devient le proie de clans et de blocs régionaux, et surtout que les choses deviendront difficiles, et la question de la prospérité de la population avec une vraie justice sociale et une vraie justice économique, avec une vraie lutte contre la corruption, et c'est ça qui va permettre au pays de reprendre sa place dans le concert des nations et dans la fraternité, y compris avec l'Afrique, parce que si la Tunisie perd l'Afrique, elle l'a perdue, mais il faut qu'elle la récupère. L'Afrique c'est l'avenir, et la Tunisie, elle est arrimée à l'Afrique, c'est un pays africain, et il ne faut pas se couper de l'Afrique. Il faut créer un cadre de sécurité, mais il faut accueillir les gens dans le respect de la souveraineté de la Tunisie et des droits des autres. Merci beaucoup, Maître Majid Bouden. Merci. Un dernier mot, Mohamed Badil Yatioui, juste pour clore cette émission avec vous, en commentaire aussi de ces paroles sages de Maître Bouden. Oui, des paroles très sages, et il y a une vraie nécessité pour la Tunisie qui a un grand peuple de sortir de cette situation dramatique et d'essayer de trouver les solutions en interne pour aller de l'avant. Et on voit que la dérive finalement autoritaire du président pose un problème à beaucoup de Tunisiens qui souhaiteraient finalement continuer ou bien réinventer une manière beaucoup plus, on va dire, efficace de vivre ensemble, et beaucoup plus coopérative, collaborative, et aussi de rétablir des liens avec le Royaume du Maroc qui soient des liens comme ils ont toujours été auparavant, des liens de confiance et de fraternité qui ont été sérieusement abîmés ces derniers mois, malheureusement.
Merci beaucoup. Merci Mohamed Badil Yatoui. Merci à vous également d'avoir été avec nous ce soir. Et je réitère mes remerciements à Maître Majid Bouden. Merci d'avoir participé avec nous ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée.